Bonjour à tous. Le TD de jeudi dernier, le rattrapage du blocage n'ayant pas rencontré un succès monumental, je me suis dit qu'il serait peut-être pas inutile de le compléter par corriger en vidéo d'au moins une partie des exercices qu'on a traités à ce sujet. Et donc, pour que vous soyez bien prêts sur le théorème des fonctions implicites, donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 15 de votre feuille de TD de calcul différentiel. Dans la section fonctions implicites, théorème des fonctions implicites, on va considérer ce système d'équations non linéaires à trois inconnus x, y, z et du coup deux équations. Et il s'agit de montrer que si je prends x suffisamment proche de 0, je peux trouver des fonctions positives y de x et z de x telles que x, y de x, z de x soit solution du système pour tout x proche de 0. Donc on cherche un voisinage de 0 dans R. On cherche un voisinage, mettons i de 0 dans R, et deux fonctions y et z, toutes les deux définies de i dans R, telles que pour tout x dans i, le point x, y de x, z de x est solution du système d'équations que je vais appeler étoile. Autrement dit, pour faire le lien avec l'intro du chapitre sur le théorème des fonctions implicites, on a un système d'équations à trois inconnus, deux équations. On aimerait exprimer les solutions de ce système en fonction d'une des inconnues, en l'occurrence x. Et on a dit que le théorème qui permettait de faire ça, c'est le théorème des fonctions implicites. Le théorème des fonctions implicites, il s'applique à une fonction de classe C1 au voisinage d'un point. Donc il va falloir déterminer à quelle fonction on l'applique, au voisinage de quel point. Alors déjà, à quelle fonction on l'applique ? Le théorème des fonctions implicites, il permet de déterminer les solutions de quelque chose du genre f de x, y, z égale 0. Donc en fait ici, pour faire le lien avec notre système étoile, la fonction qu'il nous faut, c'est une fonction de R3 dans R, que je vais appeler grand F. Je vais vouloir exprimer y et z en fonction de x, donc R3 je vais le voir comme R3, R2, à valeur dans R2, et qui a x, y, z associe les deux expressions qui me donnent les équations de mon système. Donc x2 plus y2 moins 2z2 et x2 plus 2y2 plus z2 moins 4. Si je fais ça, dans ce cas-là, x, y, z est solution du système si et seulement si f de x, y, z égale 0. De plus, f c'est une application C1 sur R2, sur R3 tout entier, puisque ces deux composantes sont polynomiales. Donc on va pouvoir lui appliquer le théorème des fonctions implicites. En tout cas, on peut essayer. Si et seulement si f de x, y, z égale 0, f est une application polynomiale, donc elle est C1, sur R3 tout entier, donc on peut appliquer en n'importe quel point. Et sa jacobienne en un point quelconque x, y, z de R3, c'est la matrice. Alors dans la première ligne, on va avoir les dérivées partielles de la première composante, donc 2x, 2y et moins 4z. Et sur la deuxième ligne, on va avoir les dérivées partielles de la deuxième composante, 2x, 4y et 2z.
Ok. Maintenant qu'on a ça, en quel point va-t-on vouloir appliquer le théorème des fonctions implicites? On nous dit qu'à la fin, il faut qu'on ait une fonction, enfin deux fonctions y et z, qui vont être, spoiler, les fonctions implicites, définies sur un voisinage de 0, tel que pour tout x dans i, x, y de x, z de x est solution de étoile. Donc en particulier, pour x égale 0, on devrait avoir 0, y de 0, z0, solution de étoile. Du coup, alors je ne sais pas qui c'est y0 et z0, mais a priori, je vais vouloir appliquer le théorème des fonctions implicites au voisinage d'un point x, y, z qui est solution du système, et je vais vouloir que x soit égal à 0 apparemment. Alors du coup, c'est quoi les solutions du système telles que x égale 0? Alors, 0yz est solution du système. Ça c'est vrai, si et seulement si. Qu'est-ce qu'il nous faut du coup si on prend x égale 0? Il nous faudrait y carré moins 2z carré égale 0. Et 2y2 plus z2 égale 4. Ok, comment on pourrait résoudre ça? Si je soustrais deux fois la première ligne à la deuxième, je vais pouvoir me débarrasser des y et je vais peut-être pouvoir résoudre pour trouver z. C'est un peu comme un pivot de Gauss, sauf qu'il y a des carrés, mais ça ne nous empêche pas de trouver le y. Donc si je fais ça, j'obtiens la première ligne, elle me dira que y carré égale 2z carré, donc si j'ai trouvé z, c'est bien parti. Et la deuxième ligne, du coup, maintenant, elle me dit 5z carré égale 4. Et du coup, z au carré, c'est 4 cinquièmes, et y au carré, c'est du coup 8 cinquièmes. Alors, c'est bien, mais ça me donne plusieurs points, ça. Parce que du coup, là, ça pourrait être z égale moins 4 cinquièmes, ou alors z égale 4 cinquièmes, et y, pareil, il y a deux possibilités, moins 8 cinquièmes et 8 cinquièmes. Alors, qu'est-ce que je veux d'autre? Si on reprend l'énoncé, on voit qu'on veut obtenir deux fonctions qui sont définies sur un voisinage de 0, et en fait, on veut qu'elles soient positives. On veut que les fonctions y et z qui vont donner les solutions du système en fonction de x, elles soient positives. Donc a priori, en 0, y de 0 et z de 0 seront positives, donc on veut choisir la solution positive de l'étoile telle que x égale 0. De plus, on cherche une solution telle que y et z sont positifs. X il est nul, y positif et z aussi. Du coup, notre théorème des fonctions implicites, on va l'appliquer au voisinage du point zéro, racine de 8 cinquièmes et racine de 4 cinquièmes, c'est-à-dire 2 sur racine de 5. Si on fait ça, il faut qu'on vérifie les deux hypothèses du théorème des fonctions implicites. Alors, on a f de 0, racine de 8 cinquièmes, racine de 4 cinquièmes égale 0, c'est comme ça qu'on l'a choisi. Et d'un autre côté, la jacobienne de f en ce point. Alors, si on reprend la matrice qu'on a trouvée avant, on obtient la première colonne, du coup, ça va faire que des zéros. Là, je vais avoir 2 racines de 8 sur 5, 4 racines de 8 sur 5, et moins 8 sur racine de 5, 4 sur racine de 5. Deux colonnes, une colonne de 0.
Qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose. Au secours, j'ai perdu mon tableau. Au secours, qu'est-ce que j'ai fait? Veuillez excuser cette interruption. Indépendant de ma volonté. Voilà, très bien, il n'est pas parti. Ouf. Alors, la jacobienne de f, on se point. On va essayer de ne pas le perturber. Hein. On peut voir avec l'expression qu'on a trouvée avant qu'on a une première colonne, c'est des zéros. Ici, on a 2 racines de 8 sur 5 et 4 ou moins 4, donc 4 racines de 8 sur 5. Et la dernière colonne, ça nous fait moins 8 sur racine de 5 et 4 sur racine de 5. Donc ici, comme dans la preuve du théorème, comme dans le chapitre sur le théorème des fonctions implicites, on voit qu'on peut séparer ça en, d'une part, la matrice de l'application linéaire que j'avais notée dxf dans le cours, celle qu'on obtient en fixant yz et en ne faisant varier que le x. Donc en fait, c'est là. En l'occurrence, vu qu'il y a une seule variable qui change, c'est juste la dérivée partielle de grand F par rapport à x. Et ici, on a ce qu'on avait noté, dyz, plutôt la matrice qui représente l'application linéaire dyz de grand F, donc l'application linéaire que j'obtiens en prenant la différentielle de l'application grand F, sauf que j'ai fixé le x égale à 0. Ok ? Et donc, pour appliquer le théorème des fonctions implicites, il faut que cette matrice-là, elle soit inversible. Si elle est inversible, je pourrais l'inverser pour exprimer y et z en fonction de x. Si on avait voulu exprimer x et y en fonction de z, il aurait fallu regarder si cette matrice-là est inversible. Si on avait voulu exprimer y, x et y et z en fonction de y, il aurait fallu inverser la sous-matrice qui est composée de la première et de la troisième colonne. Mais là, ce qu'on veut exprimer, c'est y et z en fonction de x, donc il faut qu'on regarde si la matrice qui correspond aux dérivées partielles par rapport à y et z est inversible. Allons-y donc. On calcule son déterminant. Le déterminant de la matrice encadrée en orange, du coup, c'est le déterminant de cette horreur, moins 8 sur racine de 5. Tac, tac, tac. 4 racine de 8, cinquième. Et 2 racine de 4. 4 sur racine de 5. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ça nous fait 4 fois 2, 8, 8 racines de 8 sur racine de 5 fois racine de 5. Donc 8 cinquièmes de racine de 8. Moins par moins plus, 4 fois 8, 32. Je dis pas de bêtises? Je dis pas de bêtises, je crois. 32 racine de 8 sur 5. Donc ça nous fait 40 sur 5 racine de 8, ou plus précisément, ça nous fait suffisamment de racine de 8 sur 5 pour qu'on soit sûr que c'est strictement positif. Et donc en particulier non nul. On s'en fiche un peu que ce soit positif. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est non nul. Donc, l'application linéaire dyz, grand F en le point qui nous intéresse, elle est inversible. Et ça, c'était la deuxième hypothèse qu'il fallait qu'on vérifie pour pouvoir appliquer le théorème des fonctions implicites. Donc, appliquons le théorème des fonctions implicites qui nous dit du coup
qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il existe un voisinage de x, donc un voisinage de 0, pardon. Il existe I, un voisinage de 0 dans R. U, un voisinage de racine de 8 sur 5, 2 sur racine de 5 dans R2. Et une application phi qui va de I dans U, de classe C1. Donc elle va de I, qui est un sous-ensemble de R, et elle est à valeur dans R2, donc elle a deux composantes que je vais noter, je ne sais pas moi au hasard, on pourrait les appeler Y de X et Z de X. Et cette application phi a la propriété que si XYZ, XYZ est dans I croix U, appartient à I croix U, et f de XYZ égale 0, si et seulement si x est dans I et YZ égale phi de X. X appartient à I et YZ égale phi de X. Autrement dit, pour tout X dans I, f de X phi de X, c'est-à-dire avec nos notations f de X, Y de X, Z de X égale 0, 0, autrement dit, encore autrement dit, X, Y de X, Z de X est solution du système. Alors, il fallait qu'on obtienne à la fin des fonctions y de x et z de x positives. Est-ce que c'est bon ça? Eh bien en fait, c'est pas sûr, mais on sait que l'application phi, elle est donc y de x et z de x, sont à valeur dans U qui est un voisinage de racine de 8 cinquième, 2 sur racine de 5. Et ça, c'est deux points dont les coordonnées sont... C'est un point dont les deux coordonnées sont strictement positives. Mais du coup, si je prends I suffisamment proche de 0, comme phi est C1, elle est continue, donc si je prends X suffisamment proche de 0, Y de X va être proche de Y de 0, c'est-à-dire de racine de 8 sur 5, Z de X va être proche de 2 sur racine de 5, donc Y de X et Z de X vont rester positifs. Donc quitte à restreindre à l'intervalle I, le voisinage I de 0, quitte à prendre X encore plus proche de 0, je suis sûr que Y de X et Z de X vont rester positifs. De plus, par continuité de phi, comme phi est continu, pour x assez proche de 0, phi de x, il va être proche de phi de 0, et phi de 0, c'est forcément le point qu'on a obtenu tout à l'heure, racine de 8 sur 5 et 2 sur racine de 5. Pourquoi phi de 0, c'est forcément lui? Parce qu'on sait que XYZ vérifie dans le voisinage I croix U, f de XYZ égale 0, 0, si et seulement si on a ça. Mais du coup, pour XYZ égale 0, racine de 8 cinquième, 2 sur racine de 5, on sait que f de 0, racine de 8 cinquième, 2 sur racine de 5, ça fait 0, 0, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Donc forcément, racine de 8 cinquième, 2 sur racine de 5 égale phi de 0. Donc on sait que c'est lui, phi de 0. Mais du coup, au voisinage de 0,
on peut supposer que si on prend x suffisamment proche de 0, quitte à rétrécir i, on peut supposer que pour tout x dans i, y de x est suffisamment proche de racine de 8/5 pour être positif, et z de x est suffisamment proche de 2 sur racine de 5 pour être positif aussi. Pas forcément supérieur à 2 sur racine de 5, pardon, juste positif. Donc on a bien trouvé les fonctions y et x qui font ce qui nous plaît. Il nous restait à déterminer à z' et y'. Et ça, c'est la toute dernière partie du théorème des fonctions implicites qui nous le donne. Le théorème des fonctions implicites ne nous donne pas une expression pour phi, mais il nous donne la différentielle de phi. Pour tout x dans i, la différentielle de phi, c'est moins l'inverse de la différentielle de grand F par la partie en YZ de la différentielle de grand F, calculée au point x phi de x, composée avec la différentielle de grand F par rapport à x, également au point x phi de x. Toc. Mais du coup, en termes de matrice, la jacobienne de phi de x, c'est moins l'inverse de la fonction dyzf de x phi de x qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc ça, c'est c'était la matrice, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais dire des bêtises, je ne la retrouve pas, 2y de x à moins 4z de x. Là, c'était 4y de x, c'est ça, 5, 4, et 2z de x. Donc on veut l'inverse de cette matrice-là, qu'ensuite on va multiplier par la matrice de dxf, qui était tout simplement 2x de x. Alors, inverse d'une matrice de taille 2, ça fait longtemps que vous savez faire, ça fait 1 sur le déterminant. Donc le déterminant ici, ça va être 4 fois y de x fois z de x, plus 16 fois y de x fois z de x, donc ça va nous faire 20 y de x z de x. Et après, l'inverse de la matrice de taille 2, une fois qu'on a divisé par le déterminant, on intervertit les deux coefficients diagonaux, ça fait tac, 2z de x, 2y de x, et on met des moins devant les autres, 4z de x, et moins 4y de x. Et je multiplie ça par 2x, 2x. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on peut peut-être simplifier 2-3 trucs. On peut simplifier le 20 ici par déjà le 2 qui est là. Et on peut aussi diviser toute la matrice par 2. Donc ici le 20, ça devient un 5. Et on trouve donc, après multiplication, moins 1 sur 5 y de x z de x fois, alors il nous reste quoi? X z de x plus 2x z de x, donc 3x z de x. Et en bas, moins 2 y de x fois x, plus y de x fois x, ça nous fait moins y de x fois x. Ok. Et du coup, si je mets tout ensemble, là, avec la première composante, le z de x va se simplifier avec celui-là et il va nous rester moins 3/5 de x divisé par y de x.
Et en dessous, ça nous fait 1/5 de x divisé par z de x. Ok, très bien. Or, la jacobienne de phi, d'après le lien entre dérivée et différentielle, donc on avait parlé un peu de ça au premier semestre, quand on a une application à une seule variable, comme ici phi, qui dépend que de x, elle est dérivable si et seulement si elle est différenciable, donc en l'occurrence phi elle est différenciable, et ce qu'on obtient, c'est que phi' de x, c'est l'image du réel 1 par l'application linéaire des phi, donc en l'occurrence ça va nous donner exactement la matrice jacobienne qu'on vient de trouver. Dérivée différentielle, et non différenciable, pardon, on trouve du coup phi' de x, c'est un vecteur de R2, c'est le vecteur de R2 y' de x, z' de x, et c'est aussi l'image de 1 par l'application linéaire de R dans R2 qui a h associe des phi de x de h, et donc on vient de calculer la matrice de cette application linéaire. Donc si on l'applique si on multiplie par 1, ça nous fait, on retombe sur moins 3/5 de x sur y de x, et 1/5 de x sur z de x. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne y' de x, c'est moins 3/5 de x sur y de x. Et z' de x, du coup, c'est 1/5 de x sur z de x. Donc on a bien terminé l'exercice puisqu'on a déterminé y' en fonction de x et y et z' en fonction de x et z. J'espère que c'était clair pour cette application du théorème des fonctions implicites et je vous remercie de votre attention.